Il va y avoir de la viande, c'est Yes, bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Salut. Fait que, comme vous voyez, ben, on a Marc comme invité aujourd'hui, de Bath. Fait qu'on va, Bonsoir. on va te poser plein de questions aujourd'hui, Marc. Mais avant, on va commencer par parler un peu des actualités dans le métal qui s'est passé cette semaine ou ce qui s'en vient en fin de semaine prochaine. Premièrement. Tu peux intervenir pendant qu'il fait. Si tu as vu le même spectacle que lui, tu peux aussi donner ton opinion. OK. Ben, vendredi passé, je suis allé voir Maiden au Centre Bell. Et c'était sold out, je pense. Puis sérieusement, ils sont encore capables, les messieurs. Bruce, ça paraissait pas en tout qu'il a eu le cancer de la langue là, quelques temps. C'était vraiment bon, sérieux, là. C'est Maiden, là. Vous avez sûrement tous déjà vu Maiden une fois dans votre vie, là. Ouais. Fait que c'est ça, c'est... Ils ont-tu joué bien des vieilles tonnes? Hein? Ils ont-tu joué bien des vieilles tonnes? Ils ont joué 6 tonnes du dernier, puis ils ont joué, sérieux, là, Trooper, Power Slave. C'était quand même drôle, parce qu'à Power Slave, d'habitude, Bruce met tout le temps un genre de masque de faucon, là, pour faire comme Égyptien. Mais là, il y avait un masque de lutte, là, genre Luchador, là. C'était comme... Okay. C'est payé un trip, là. Puis il a parlé en français tout le show. C'était... ouais, sérieusement, là... pas juste genre merci, bonsoir, Québec, là. C'était... il racontait c'était quoi, quelle chanson voulait dire si, puis sérieusement, là... Tant mieux, c'est cool. Bravo. Sinon, ben, en fin de semaine, Cataclysm a gagné l'album metal au Juno Awards. Fait que bravo les petits gars. Vraiment content pour les boys. Vraiment, là. Ouais, C'est vraiment c'est hallucinant. Je pensais pas que c'était faisable. Tant mieux. Ouais. Fait que bravo, là. C'était pour l'album Of Ghost and God. Fait que si jamais vous ne l'avez pas encore, solide album. Sérieux, là. Sinon, vendredi, les deux seules nouveautés métal, puis c'est Deftones, c'est Zakk Wylde, Book of Shadow, volume 2. Puis si Book of Shadow, volume 2 est comme le premier, c'est pas vraiment métal, là. C'est acoustique, là. Fait que, ben, Zakk Wylde tripe bien gros piano pis acoustique, là. D'après moi, il va finir solo à un moment donné, genre un album de piano, là, style Richard Abel, là. Je ne vais pas te dire, j'ai jamais été un fan de Zakk Wylde anyway, que tout ce que, tu sais, aucune idée. Même avec son band Black Label? Black Label, là, pas assez défonce à mon goût. T'étais plus, Marc, t'étais plus J.D. Lee ou Randy Rhoads? J'étais Tommy Iommi. Ben, Randy Rhoads, absolument plus Randy Rhoads que tout le reste, parce que, à part les deux premiers albums solo de Ozzy, j'ai pas vraiment rien d'écouter d'autre d'Ozzy. Puis c'est vraiment les années ça bute, là, sûr. Là. OK. Ozzy solo, j'étais rendu dans le carcasse, dans le Napalm Death, là, que je m'en causais pas mal. Ouais. Yeah. Premier CD de métal que t'as acheté? Oh, métal. Ben, premier album acheté au pire. OK, le premier album acheté, j'arrête. Le premier Van Halen. Le premier Van Halen, c'est pas mal le premier. Ma soeur écoutait beaucoup de progressif, du Yes, puis du Pink Floyd, du Genesis, du Supertramp, puis éventuellement, elle m'a fait entendre Really Got Me, puis ça a complètement changé ma vie. Okay. Il y avait un peu de guitare électrique, puis c'est ça. Le premier album, Van Halen, puis le deuxième step, premier Metallica, Kill 'Em All. Okay. Le premier Sodom, In the Sign of Evil. Ensuite, Show No Mercy, bien entendu, de Slayer. Puis là, l'histoire d'amour avec Slayer qui perdure depuis toujours. Un des commentaires qu'on a, ça devait être en cassette. Non, c'était du vinyle. Du vinyle? C'était du vinyle.
J'ai passé à la cassette quand j'étais arrivé en appartement à peu près à 18-19 ans, quand ma table tournante est morte. Là, je suis tombé dans le Ghetto Blaster. Mais non, toute l'adolescence à la maison là, jusqu'à 18 ans, c'était du vinyle, bien entendu. OK. J'avais une collection d'environ 300 vinyles sur le bord de la rue, sur le bord du chemin dans des caisses parce que je ne savais plus comment les déménager. OK. Quelqu'un qui s'est clenché un papier rack de vinyle J'avoue. qu'aujourd'hui, j'aimerais probablement avoir, mais à l'époque, je m'en regarde, fuck it. J'étais rendu à l'ère du CD, puis je savais pas la valeur que c'était pour prendre de toute façon. Ouais, non, c'est ça, mais je pense que t'es pas le premier, puis t'es pas le seul non plus à avoir fait ça. Ouais. Dernier album métal acheté? Dernier album métal acheté, je pense que c'est le dernier Slipknot il y a 1 an. OK. Je pense que c'est le dernier Slipknot. Tu viens pas Album qui me somme toute très déçu. J'ai été pas mal déçu de cet album-là. Sur tous les albums de Slipknot, il y a comme tout le temps 3 tunes que j'aime, puis le reste que j'aime pas. Mais sur cet album-là, j'ai même pas été capable de taper 3 tunes que je suis un peu déçu de l'album. C'est bien sûr que ça nous a tout fait, je pense. Ouais. Le dernier, il était pas. Mais il y a quelque chose qui. Je sais pas. Si t'avais un album de métal à donner à quelqu'un pour découvrir le métal, Si, bon. Puis quel âge qu'elle a, cette personne-là? peu importe. Il y a un album métal. Que j'ai jamais entendu métal de sa vie, j'aurais tendance à Ring and Blood. OK. C'est sûr que si elle ne tripe pas avec ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Sinon, quelqu'un qui plus extrême, j'irais peut-être avec Behemoth, Demigod. OK. Puis si c'est pas assez extrême encore, je sortirais Carcass, Reek of Putrefaction ou Symphony of Sickness. OK, ouais. Après ça, ben il y en a, on pourra en parler toute la nuit. Oh, Je ouais. sais pas. Tu parlais de Behemoth. Comment t'as trouvé de Sataniste? J'ai moins aimé. OK. J'ai moins aimé parce que je trouvais qu'il y avait trop de stock overproduce, à mon avis. Je trouvais Apostle puis Demigod meilleur, à mon avis, que de Satanist. On dirait qu'il y a trop mis de stock, le retour du keyboard, trop black metal conventionnel à mon goût, OK. personnellement. Moi, j'aimais mieux Blast. C'est super élevé, cet album-là, mais moi, je le trouve un petit peu overproduce. OK. Puis l'album qui t'a le plus marqué? L'album qui m'a le plus marqué. La première fois que j'ai entendu Scum de Napalm Death, là, je suis pas mal tombé sur le cul. Puis il y a aussi le split album Extreme Noise Terror avec Chaos UK, Ear Slaughter. La première fois que j'ai entendu Extreme Noise Terror, c'était mon baptême du grindcore, puis ça a changé bien des affaires. Il y a aussi écoute, Dealing With It de DRI, le premier aussi, mais tu sais, ce qui était le fun d'avoir 16, 17, 18, 19, puis que l'émergence du métal, du hardcore, c'est que tu pouvais te laisser surprendre par des nouveaux bands. Tu sais, il y avait encore un peu de place à inventer un style. Bon, il y en a qui vont me dire qu'il y a encore du nouveau stock qui se fait, mais c'est bien dur de ne pas faire du réchauffé, même si du réchauffé, c'est écœurant. Là. Mais tu sais, la première fois que j'ai entendu du grind, j'avais jamais entendu ça. T'sais. Là, j'entends des nouveaux bands grind qui le font bien, qui sont super cool. Mais Chris, en 85, 84, là, Septic Death, là, c'était pas mal flambant neuf. Là. Oh oui. OK. Parce que ça, ces questions-là, je les pose à tous les invités. Fait que c'est le fun de voir ce que les gens écoutent. Fait qu'on va commencer avec les vraies questions pour toi. Le métal, ça t'a apporté quoi? Le métal, ça m'a apporté quoi? Ça m'a apporté beaucoup de sensations fortes, beaucoup de défoulement, bien entendu. Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un jamais été et je suis pas quelqu'un de violent d'aucune manière, mais j'aimais l'agressivité que le métal apportait. J'aimais la drive, j'aimais aussi tout le packaging du métal. Si on parlait d'Iron Maiden tout à l'heure, c'est des heures et des heures dans le sous-sol à regarder les pochettes d'Iron Maiden, à regarder des pochettes de Judas Priest. Tu sais, qu'est-ce que ça m'a apporté? Tout le côté imaginaire que j'utilise encore énormément en littérature parce que je lis encore beaucoup d'heroic fantasy puis tu sais,
c'est ma littérature préférée de loin. Même dans le cinéma, tu sais, j'écoute beaucoup de science-fiction, films d'horreur et films d'action. Tu sais, le métal m'apportait tout ça en musique. Donc, ça a influencé tout un style de vie. Puis, c'est ça. Puis, le fait de commencer à jouer dans un band à 18 ans, mais là, tu sais, j'étais un maniaque d'impro. J'ai fait un peu de théâtre. Puis, ça m'a juste donné une continuité sur la scène. Puis, c'est à peu près ça. OK. Hors d'onde, tu nous as parlé d'Habitabis, mais t'écoutes quoi aussi ces temps-ci? Habitabis, c'était pas mal l'album que j'ai écouté le plus cet hiver. Je suis très, très, très old school dans mon choix musical. Tu sais, j'ai mon iPod qui fait jouer à peu près 1000 tonnes. Puis c'est souvent dans le vieux métal, dans le vieux hardcore. C'est très rare que j'intègre du nouveau. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui est tu sais, à chaque semaine, qui arrive avec un nouvel album et qui est sur le mode découverte constamment. Donc, Habitabis, ça a pas mal été mon album de l'hiver. Sinon, je vais puiser dans le vieux stock. Il y a YouTube. Dernièrement, j'écoutais du Oi Polloi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas écouté. Du vieux Cryptic Slaughter. Ben de la vieille musique. OK. Barf va avoir 30 ans cette année. Oui. As-tu encore la flamme autant qu'avant? T'es-tu encore autant... Non. La flamme, laisse-moi dire que des fois, le lighter dans le vent, les bras dans la crise. La flamme, tu sais, oui, quand je suis rendu, quand je suis là, quand je pratique, quand j'ai chaud, ça va bien. Mais il faut que je me botte le cul à chaque jeudi soir pour aller pratiquer après le souper. Il ne faut pas que je m'assoie dans le sofa trop longtemps parce que je pogne la chienne big time. Chose que j'imagine que je pognais la chienne moins vite que ça il y a quelques années. C'est la même chose en spectacle. T'sais, des fois, j'ai l'impression que l'adrénaline n'est plus aussi présente qu'elle l'était. Quand j'avais 20 ans, je me saoulais à la gueule 2 jours en avant du show parce que j'étais trop énervé d'avoir un show dans 2 jours. T'sais. Là, je me saoule pas pantoute parce que j'ai un show dans 2 jours. Je sais pas. La flamme, oui, mais je te dirais que c'est un peu moins hystérique. Un peu moins hystérique. Mais dans le même sens, un peu, quand Barf a été en pause pendant quelques années, est-ce que tu te regrettais cette pause-là ou ça t'a fait du bien de tirer à la plug pendant un temps? Ah, ça m'a fait du bien. Tu sais, j'ai tiré à la plug 6 ans, puis après ça, j'ai fait les écorchés pendant 7, je pense. Puis après ça, on est revenu avec Barf, mais le break de 6 ans, là, j'ai vraiment... Je n'ai profité beaucoup. C'est moi, j'ai une autre passion, c'est le motocross. Puis là, éventuellement, je pourrais difficilement tourner presque à toutes les fins de semaine, faire du motocross. Puis là, j'ai fait du motocross à toutes les fins de semaine pendant 6 ans. Je l'ai même fait ça à la glace l'hiver. Donc, je me suis vraiment pété à la face dans le bicycle. Puis après ça, éventuellement, le goût de la musique est revenu. C'est un peu un addon, tout ça. Puis quand j'ai reparti les écorchés, j'étais en train de prendre un verre avec un de mes chums, puis je parlais de musique, puis il m'a dit « Chris, pourquoi tu ne te repars pas un band? » J'ai appelé Michel Howe de Voivode pour lui demander si ça tentait de se partir un band, mais j'étais un peu chaudasse, que j'y croyais pas trop. 15 minutes plus tard, Chris, il rappelle, puis il dit que ça l'intéresse. J'étais comme un peu fourré J'étais un peu fourré. Puis, OK, bon, let's go. On a fait un meeting, puis on a parti un band. OK. Ah, mais c'est cool, ça. Ton plus beau souvenir en 30 ans de Barf? Il y en a plusieurs, mais un de des souvenirs très, très puissants, c'est quand je me suis rendu... Après mon meeting avec Cargo Record en 91, puis que là, ça faisait plusieurs fois qu'ils nous parlaient, puis je leur ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Bien, il dit, mais on veut produire un disque de Barf. Là, après 5 ans de démos, puis de show, puis de pratique, c'était pour se concrétiser, on était pour faire un album. Donc ça a été vraiment un moment fort. C'est comme, aïe, on va faire un album. J'étais vraiment très content. Ensuite, bien entendu, le show de lancement au Faux électrique du premier album Tumulte, c'est des moments très, très, très forts. C'est des souvenirs très, très présents. Puis, écoute, il y a eu tellement de bons shows. T'sais. Les autres moments, c'est faire de la musique, c'est aller en studio, c'est d'aller voir les gars toutes les semaines, de partir en camion avec la gang. Ça, la journée qui s'offre n'a plus de sens, je ne ferai plus de musique. OK. Moi, je me souviens, là, la première fois que j'ai vu et entendu Tumulte,
sérieusement, j'ai pogné de quoi en esti, là. Tu sais, j'avais... Je sais pas, je pensais pas qu'au Québec, on pouvait faire ce genre de musique aussi éclatée comme ça, là. Et puis en plus, tu sais, vu que je sortais un peu du glam, ben, tu sais, c'est genre 12 tonnes par album, mais là, Tumulte, t'en avais une chier comparativement aux autres, là. J'étais comme... 29. 29 tonnes en 44 minutes. Ah ouais. Non, c'est ça, tu sais. Là, je l'écoute beaucoup, Tumulte, là, parce qu'on est en train de monter un set du 30e anniversaire. Là. On va. On est en train de bâtir un set très hardcore pour célébrer le 30e. Puis on est en train de monter une vingtaine de tunes de Tumulte, que la prochaine série de spectacles, là, ça va être old school en crise. Puis là, je les réécoute. Ça faisait 10 ans, je pense, que je n'avais pas écouté Tumulte. Puis on passe sur des crises de twist. Ça part dans tous les sens, cet album-là. C'est vraiment spécial. Versus à ce qu'on fait aujourd'hui, là, c'est vraiment décousu en crise du vieux stock. Là. Je te dirais que l'album Tumulte, je ne l'ai pas aimé longtemps parce que la production, personnellement, j'aime pas la production, cet album-là. Que le feeling de l'entendre la première fois, il m'est resté longtemps dans la gorge, tu sais, comme tabarnak, ça sonne de la merde, câlisse. C'est la première impression que j'ai eue quand j'ai entendu Tumulte la première fois. J'ai eu longtemps de travail, puis j'ai été toujours surpris du succès de cet album-là, parce que dans ma tête, ça sonnait toujours la merde. Parce qu'à la place d'écouter les tunes, j'écoutais le son. Ouais. Quand j'ai réussi à passer au travers du son, puis que là, j'ai comme dernièrement, j'ai réécouté, tu sais, il fallait que je réapprenne les tunes, certaines tunes qu'on n'a pas jouées depuis plus de 20 ans, puis j'ai fait comme Chris, on a fait des affaires buzzées, tu sais. J'ai passé au travers du son, puis là, j'écoutais la tune, tu sais. Allez-vous faire... C'est drôle. C'est drôle d'écouter ça parce qu'on a vraiment changé la manière qu'on écrit des chansons aujourd'hui, tu sais, ça a évolué, tu sais, Chris, c'est 30 ans plus tard. Tu sais. Ah, c'est ça. Allez-vous faire Anytime Anywhere? Oui, monsieur. Oh yeah! On fait Anytime Anywhere, on va faire mode brûlé. On a sorti des tonnes des boules à mythe, là. On brasse le chaudron, là. Ah non, en tout cas, c'est un gros album au Québec, là, selon moi, là, Tumulte, là. Tu sais, Julien, justement, c'est son adolescence, c'est le mien aussi, là. On a grandi avec ça. Des anecdotes de show en 30 ans, tu dois en avoir quelques-unes. Une ou deux racontables. Une par soir, une par spectacle. Écoute, j'ai arrêté de compter le nombre de fois que je tombais en bas du stage. Une fois dans un mariage, sur une flotte de 45 pieds, là, laisse-moi dire, j'étais content qu'il y avait du gazon en bas parce que j'étais arrivé au bout du stage, puis quand j'ai viré de bord, mon pied était dans le vide, puis j'ai planté en bas du stage, j'ai bêché bête en crise. Bart à un mariage. Anecdote de spectacle, il y en a plein. La dernière fois qu'on a fait les francopholies avec les écorchés, on s'est fait dire qu'il n'y avait plus de temps, mais on a commencé la toune quand même. La madame sur le bord du stage n'était pas contente. Elle regardait avec des guns dans les yeux aussi, puis elle n'était pas contente. Mais tu sais, nos tunes durent 1 minute 30, que ça n'a pas été bien grave. Mais on s'était fait donner le go d'arrêter, mais on en a joué une de plus. Que ça, c'est un petit moment technique aux francopholies. Là. Mais dans la même lignée, as-tu des souvenirs de moments Spinal Tap, genre? Que les gars se perdent en allant à la loge ou genre de conneries à la Spinal Tap? Se perdre pour se rendre au stage, non, parce qu'on n'a jamais joué dans des stades. Mais écoute, des problèmes techniques, plus de bass, plus de drum, plus de git, plus de vocal. Et ça, Chris, il y en a eu beaucoup. Pour ce qui est de se perdre, on a failli se perdre pour se rendre au comment ça s'appelle, donc, le Woodstock en Beauce. On est arrivé tellement tête sur le temps qu'on a déloadé le stock du camion directement sur la scène. Et lorsqu'on s'est plugué, on n'a pas eu de land check, le show a commencé. On est arrivé genre à -8, puis à l'heure pile, on jouait. Puis 1 heure plus tard, c'était fini. Ça n'a pas été super cool parce qu'on n'a vraiment pas eu le temps. T'sais. Puis le rush dans le char avant d'arriver parce qu'on savait qu'on jouait à 4 heures, puis il était genre 25, on était à l'autre bout du monde. Là. Ça, c'était un peu rushant. C'était très Spinal Tap, mais de le vivre, c'est pas super drôle. T'sais. C'est comme se perdre backstage. Which way to the stage? OK. Julien demandait si... parce que le dernier show qu'il a vu, c'était à Québec, puis Forrest n'était pas là. Il était blessé à une main. Il voulait savoir s'il y avait des séquelles ou... Non, il n'y a pas de...
Forrest, la veille d'un spectacle de Ça Québec, avait remis. a déménagé un frigidaire. Ils ont échappé le frigidaire dans les marches, puis s'est pogné la main entre le cadre de porte et le frigidaire. Il a cassé sa main à plusieurs endroits. J'ai vu les. Écoute, ça pourrait être la prochaine pochette d'album. La main était pulvérisée. Chris, c'était la main de son manche. Et là, un an et demi plus tard, il a changé sa technique, sa position. Puis selon lui, il est encore plus fort. Mais moi, j'ai vraiment eu des doutes. Je n'y ai jamais dit directement, mais j'ai déjà eu des doutes. Écoute, c'est une histoire par une fin de carrière, ça, là. Il s'est cassé plusieurs os dans la main. C'était vraiment... Ouais, c'est hallucinant. Moi, sur le moment, tu sais, on disait rien, mais tout le monde se disait, Calice, va-tu s'en mettre? OK. Ouais, ben c'est ça, je te le disais justement à ce show-là. Je pense qu'il décollait en Nouvelle-Zélande avec Beyond Creation dans ce temps-là. C'était comme deux, trois semaines. On allait en Australie puis au Japon. On parle pas trop. Alors, c'était une catastrophe. Catastrophe. Ton album, t'es le plus fier avec Barf? Je te dirais que Surprise a été mon préféré. Tu sais, tout à l'heure, je disais que j'aime beaucoup la musique de Tumulte, mais quand on travaille avec Peter Jackson sur l'album Surprise, je trouvais que c'était un bon mélange du vieux hardcore Barf puis la nouvelle génération un peu plus métal. Donc, l'album que j'ai écouté le plus, puis si j'avais un album à écouter aujourd'hui de Barf, je pense que ce serait Surprise. OK. Puis le truc que tu es le plus fier d'avoir accompli avec Barf? Le truc le plus fier, d'être encore là 30 ans plus tard, malgré le changement de line-up, parce que on a eu beaucoup de changements. Écoute, on est pas mal Spinal Tap sur le basement, ça n'a aucun sens. On en a même un qui s'est fait déporter menottes au poing en France. Ils l'ont crissé noir du Canada. En fait, le spectacle avec Forrest à Québec, c'est la deuxième fois qu'on jouait sans Basement parce que la première fois, le Basement s'était fait déporter. Puis tout le long du spectacle à Rimouski, je chialais contre l'immigration qui avait expulsé mon Basement. Puis quand le show est fini, il y a un gars qui est arrivé et qui me voit et me dit « Moi tout, je pense comme toi, man, les hosties d'immigrants, j'haïs ça. » J'avais rien compris du crise de show. Non. Pas ça, je voulais dire, en tout cas. Ah, si, bon, en tout cas. J'entendais juste l'immigration, en tout cas. J'ai écouté le DVD, justement, que vous aviez sorti avec Carlos Araya qui drummait, mais vous changiez de bassiste, de drummer des fois. Là. Vous avez eu un line-up assez... L'arbre logique de Barf est quand même assez tough. Absolument. Puis c'est toujours des moments de marde, là, tu sais. Que ce soit parce que le gars, il quitte pour une raison ou que tu lui demandes de quitter avec entrain, tu sais. C'est jamais cool, c'est jamais des belles soirées, là, tu sais. T'as plus de band, il faut que tu cherches un autre musicien, tu sais. C'est toujours de la merde, tu sais. Mais moi puis Denis, on a déjà eu des divergences, mais l'endroit où on s'est toujours entendu, ça a été sur la musique, tu sais. Moi puis Denis, on s'est jamais obstiné sur le style, le genre ou ce qu'on voulait faire. Vu qu'on s'est toujours entendu là-dessus, c'est ce qui a tenu le noyau pendant 30 ans. Tu sais. As-tu un coup de cœur de la scène locale en ce moment? Dans les 30 dernières années ou Non, en ce moment, là, on a parlé d'Habitabis que tu adorais ça, là, mais. J'aime bien un nouveau band qui s'appelle Act of Disorder. OK. Un band grind avec une petite championne qui chante, là. Je connais pas, je vais aller voir ça. Ouais. C'est celle qui chante avec moi sur Éternel. OK. Quand même cool. Yeah. Amélie. Amélie, ça? Deadly Amélie, de son surnom. Sur ce dernier album, c'en est une qui rejoue assez fréquemment. Ça va très bien en spectacle. En tout cas, c'est une des tunes qui a marché le plus dans les nouvelles. C'est ceux qui a marché le plus en show, en tout cas. Oh, ben, il me semble qu'Amélie est pas mal tout le temps là dans les shows. En tout cas, toutes les fois que je vous ai vu depuis que Brûle Consume Torture est sorti, elle a tout le temps été là pour faire la track. Ça va-tu être une continuité? Elle va toujours être là? Ou ben, ça dépend. Exactement, mais dès qu'elle est disponible, elle nous suit sa route. Elle fait un peu ce que moi j'ai fait avec le petit bonheur de Groovy Hardvark. Dès que je pouvais,
j'allais chanter. Puis Ouais. là, c'est sûr qu'on s'en va à Lebel-sur-Quevillon au mois de mai, mais là, ça tombe, elle a un show. Donc, elle ne sera pas là. Mais dès qu'elle est disponible, elle vient faire l'Éternel avec nous autres. Juste une petite parenthèse vite, Marc. Parlant du petit bonheur. Ben, premièrement, je te demanderais comment que c'est arrivé que toi, tu chantes pour Groovy, pour cette tune-là. Puis, deuxième, je t'enverrai ça en privé un petit peu plus tard, là. Ma nièce de 5 ans, Trixie, elle chante le petit bonheur de Groovy, man, d'un bout à l'autre. C'est vraiment à cause de toi, c'est vraiment cool. OK. Je t'enverrai ça un petit peu plus tard. Mais, ouais, Groovy, comment c'est arrivé, ça? C'est-tu Vince qui t'a Premièrement, contacté, moi et les gars de ben, Groovy Hardwork, on est des chums depuis le début de la scène. On a joué à Balmol 9 ans, tous les dimanches. On a soupé ensemble. C'est des chums. Puis un soir de brosse au Foufoune électrique avec Marc-André, le guitariste de l'époque, puis Vincent. Ils m'ont invité à venir faire 2 tunes au party du jour de l'an. On était à la fin, on était au début de l'hiver, on était un peu avant décembre, je me souviens bien, novembre. Puis ils m'ont demandé, regarde, on devrait faire des tunes ensemble pour le party du jour de l'an. Que là, quelques pichets au faux plus tard, on a statué sur We Are the Road Crew de Motorhead et Le Petit Bonheur. Moi, je voulais pas la faire, Le Petit Bonheur, en fait. Je trouvais que c'était fuck off. Ça me tentait pas de jouer ça, tu sais. Mais là, Vincent, en fait, c'est pour ça qu'on a fait Motorhead, parce que moi, je voulais pas faire Le Petit Bonheur. Puis là, on a statué pour 2 tunes. On est allé pour une tune de Motorhead puis Le Petit Bonheur. Puis devine, c'est laquelle qui a pogné le plus pendant la première fois qu'on a joué. Ben, c'est ça. Là, écoute, ça a été instantané, Le Petit Bonheur. La première fois qu'on a joué ça live dans le party, il y avait comme 50 personnes. La place a viré en envers. C'est comme, bon, OK, Chris, t'as une bonne idée. On l'a fait le show suivant. On était pogné avec. On était pogné avec. Ben, c'était cool, tu sais, ça a été un esti de run, Le Petit Bonheur, là. Ça jouait dans un bar. Écoute, il n'y a rien de plus winner que d'être assis au bar puis ta toune à joue, man. C'est super cool. Tu fais un peu champion du monde dans ce temps-là. C'est vraiment le fun. C'est quoi la toune que tu aimes le plus faire en show? Si, boire. Dans la dernière tournée, j'ai bien aimé faire la toune Brûle, consume, torture, parce que c'est une de mes tounes que j'aime bien là-dessus. Sinon, j'ai toujours bien aimé faire l'élixir en show. Puis aux grandes dames de mes musiciens, j'aime bien faire Le Petit Poisson. Okay. Parce que c'est toujours un highlight, tu sais. J'aime ça faire chanter le monde, puis c'est toujours un beau moment, tu sais. Forrest, à toutes les fois qu'on fait le line-up, il nous demande est-ce qu'on joue Le Petit Poisson à soir? Oui, Forrest, on va jouer Le Petit Poisson à soir. Ben, il me semble que c'est un obligé, me semble, Le Petit Poisson. Ben oui, mais tu sais, j'imagine que c'est plate à jouer pour un musicien à Kerry. Ben, moi, je trouve ça le fun, tu sais. Chris, on a un hit, si on peut-tu se faire plaisir, tu sais. Oui. Je trouve ça toujours drôle. Toujours drôle de voir le monde chanter parce que je fais tout le temps chanter le monde en chorale avant. Tu sais. Des fois, c'est super bon, des fois, c'est nul à chier. Cette année, au Heavy Metal Montréal, Asti était poche. Les personnes qui étaient ensemble, c'était un esti gros de Capernaum, on comprenait fuck out. Comme, tu sais, donc, des fois, c'est super cool, des fois, c'est comme pas toujours clair, mais c'est toujours drôle. Tu sais, c'est toujours drôle. Ben oui. Puis dans les obligés, là, y en a-tu une que t'es plus capable? Non. Non? Ben non, tu sais, moi, jouer mouton noir à tous les spectacles, puis de voir le monde me crier ça dans la face, là, je me tente pas de ça, tu sais, je me tente pas de ça. C'est sûr qu'on n'a jamais joué 352 soirs comme Iron Maiden sur Power Slave, là, il était peut-être écœuré de faire Run to the Hill, mais moi, j'ai pas vécu ça. Non, je me tente pas de voir les fans capoter. Je sais pas comment tu peux te tanner de ça. Que si ça, t'es plus capable de faire ça, d'après moi, tu commences à donner un esti de show de marde. Parce que j'ai vu les bands donner des shows de marde, puis c'était peut-être ça le problème. Mais moi, on n'a pas saturé le band assez. J'ai pas tourné à m'en écœurer. Là. Barf, on n'a pas fait 3 fois le tour du monde. Là. On approche le 1000 spectacles à peu près. Là, que je n'avais fait 6000 peut-être, mais je suis pas écœuré. Je suis pas écœuré. Puis si on est écœuré, on en met un autre. On en a une centaine. Non, j'ai jamais vécu ça. OK. Ben, j'imagine que tes influences ont changé de aujourd'hui à Yves 30 ans. Là. Mais c'est quoi, mettons, la plus grosse différence entre tes influences d'avant et d'aujourd'hui? Ça n'a pas changé tant que ça. Ça n'a pas changé tant que ça. Je dirais que ce qui a changé, bien entendu, en vieillissant, c'est ta vision du monde qui change. Tu sais.
Puis j'ai trouvé le plus difficile à écrire, c'était Brûle, consume, torture, parce que j'avais une vision beaucoup plus adulte du système, tu sais. Puis Barf, tu sais, on a toujours eu une critique sociale, ça a toujours été pas mal ça, tu sais, l'âme du band. Puis je me sentais pas mal moins chialeux à 46 ans quand j'ai écrit cet album-là, tu sais. J'ai eu pas mal plus de fun à écrire des tunes dans les écorchés. Parce que si vous comparez les textes, c'est beaucoup plus personnel, les écorchés. J'ai trouvé ça bien plus facile de faire ça que de chialer contre le gouvernement encore à 46 ans. Tu sais, on pourrait en parler encore pendant 20 ans, mais moi, pour mon cas, j'avais l'impression que j'avais plus rien à dire parce que, calisse, 30 ans plus tard, il n'y a rien qui change. C'était encore de la merde, puis je me retrouvais à en parler encore. J'ai trouvé ça dur à écrire comme album. OK. Est-ce que tu aimes mieux faire des petites scènes ou, genre, comme tu parlais du EV Montréal, là, qui est genre, t'as 20-30 000 personnes devant toi, ou t'aimes mieux les petits shows, genre 100, 200? Si j'aime les gros événements ou jouer dans une soirée de merde, attends un petit peu, je vais y penser. J'arrête. Non, mais tu sais, mettons, genre, l'anti-full pen. Écoute, j'ai joué devant des 20 000 personnes, puis c'était fret en crise, puis j'ai joué devant 200 personnes, puis ça a été des astis de show de malade. Donc, d'une soirée à l'autre, ça varie. Mais j'avoue que le kick d'adrénaline d'embarquer devant, au Rockfest, d'embarquer devant 65 000 personnes, ça botte le cul d'un gars en esti. Que pour ce qui est de l'adrénaline, c'est cool, mais c'est difficile de jouer devant 60 000 personnes. Tu sais. C'est là que tu vois la différence souvent entre un bon... Tu sais, moi, j'ai eu un cours d'entertainment quand j'ai vu Dee Snider de Twisted Sister au Heavy Metal Montréal. Je suis tombé sur le cul après avoir vu Dee Snider. Man, il fait sa job en crise. Puis quand Slayer a embarqué, qui est mon band préféré, ben laisse-moi dire que le chanteur de Slayer, il était pas mal moins puissant que Dee Snider 1 heure avant, tu sais. C'est pas facile d'entertainer 25 000 personnes. C'est une job, là. Puis c'est le soir-là que tu te rends compte qu'il y a des bands qui sont habitués. Le frontman, il fait ce que Bruce Dickinson fait aujourd'hui, mais avec de la musique super élevée en arrière. Mais éventuellement, il faut que tu embarques sur ce mode-là, entertainer. Parce que si tu te baisses la tête et que tu es dans ta face, avec les cheveux dans la face, puis tu dis rien, calisse, tu vas perdre ton 25 000 personnes, tu sais. Tu sais, la réalité de la tournée québécoise aujourd'hui, quand tu fais 125 entrées payantes dans une salle de 300, tu es content, mais tu aimerais ça être dans une salle de 150. Tu sais, que quand tu me demandes, tu sais, les 150 personnes qui sont là, ils sont dedans en crise, mais tu sais, comparativement des années 90, où on refusait du monde à Jonquière dans nos shows aussi, tu sais, c'est sûr que des spectacles comme le Rockfest, puis le Heavy Metal Montréal, puis les Francophonies de Montréal, puis le Festival d'été de Québec, ça devient des incontournables, mais ces incontournables-là, est-ce qu'ils ont fait partie intégrante du déclin de la scène? Parce que la majorité des gens maintenant se payent les gros fesses. Je comprends, j'y vais dans ces festivals-là moi aussi, mais quelqu'un qui a payé 500$ pour aller à Montebello pour son week-end, est-ce que rendu à l'automne, il va venir te voir dans une salle de 100 personnes? C'est dur pour la scène. Mais la scène n'a pas le choix d'aller jouer dans ces affaires-là, tu sais, parce que moi, je suis dans aucune position de me passer de ces shows-là, voyons donc, tu sais. Dans un soir, je joue devant plus de monde que dans mon année complète de tournée. Tu sais. Puis on y va. Ouais. C'est cool. C'est cool les faire, c'est sûr. Yes. On joue-tu devant 25 000 personnes demain soir? Oui, s'il te plaît. À 40, ouais, là, voyons donc, c'est sûr. C'est clair. Barf, à l'extérieur du Québec, c'est vu comment? Faudrait que j'aille voir, je sais pas. J'ai pas été depuis 93, 94. On a pogné, tu sais, ça a été une des raisons pourquoi qu'en 99, on a arrêté, parce que quand on a sorti Catharsis, encore une fois, on n'a pas été capable de se faire signer sur une étiquette extérieure, tu sais, on n'a pas été capable d'exporter. On est allé en tournée en France, on est allé aux États-Unis, on a fait le Canada, on n'a jamais eu de support d'un label. Puis c'est ce qui a fait un peu que quand ça a été le temps de prendre la décision, ça a facilité la décision d'arrêter le band. Puis là, quand on est revenu après avec Brûle Consume, moi, je n'ai pas poussé pour aller en France. Tu sais, d'autres, on l'a fait surtout pour se faire plaisir. Puis, tu sais, si on se ferait inviter, il faudrait qu'on pousse. Chose que je ne fais pas parce que c'est moi qui manage le band. Puis, je suis rendu ailleurs que d'essayer de trouver un booker en France puis aller faire une tournée de beurre de peanut dans un Econoline à jouer devant 30 personnes françaises. Qui je t'en calisse un peu, tu sais. Ça, tout à l'heure, tu demandais si la flamme y était, là. Pas bien pour celle-là, en tout cas. Non. Pas bien. Mais à l'époque, quand tu y allais, est-ce qu'il y avait une belle réception?
C'était super cool. La première fois, tu sais, Ludwig von 88 va être au Rockfest, puis on a joué avec eux autres en Europe. C'est une petite tournée de la mort, super cool, tu sais. Éventuellement, le band s'est dissocié, puis ça a fini là, mais tu sais, à l'époque, on n'avait pas encore, on avait des jeux, ben moi j'avais déjà des enfants, là, mais on était dans une époque où on aurait crissé tout ça là pour partir en tournée, tu sais. Là, aujourd'hui, oublie ça, moi je crisse pas tout ça là pour partir en tournée, tu sais. J'ai une job, puis crever de faim dans un Econoline, been there, done that, à 48 ans bientôt, ça m'intéresse peu, tu sais, ça m'intéresse peu, tu sais. Pas dans des mauvaises conditions, en tout cas, tu sais. Moi, du défrichage, si ça me tente plus d'en faire, tu sais. Ben, tu parlais de ta job, tes profs, je pense. Ouais. Ouais. Tes étudiants, quand ils voient qu'ils ont marque de barf, c'est quoi la réaction? Ce sont très rares ceux qui me reconnaissent, mais ils finissent tous par le savoir. Tu sais. Mais un fan dans ma classe, c'est plutôt rare. Parce que j'ai beaucoup de jeunes, tu sais, puis on est vieux, ça se faire. Mais en fait, ils sont surpris, ils trouvent ça cool, tu sais. Mais moi, tu sais, j'en parle très peu. Puis, tu sais, moi, j'enseigne la mécanique, puis on est dans un univers de mécanique, puis je parle exclusivement de mécanique. Donc, quand ils allument là-dessus, ils trouvent ça drôle. À toutes les fois, j'arrive dans ma classe, à chaque groupe, ça finit toujours que j'ai un ou deux vidéos qui jouent sur mon tableau interactif, là, puis ils trouvent ça bien drôle, puis ils font comme « Aïe, aïe », tu sais. Mais, tu sais, ils me regardent la face, puis éventuellement, ils comprennent. Ils sont pas super surpris, là. Mais c'est toujours drôle. Puis là, on se met à parler de musique. Ben, tu parlais de Black Sabbath, t'es allé voir. Tu vas-tu voir encore beaucoup de shows? Pas beaucoup, non. Très peu. Très peu. Je vais en voir, mais quand, tu sais, comme l'année passée, on a fait une trentaine de spectacles, puis c'est tous des spectacles de fin de semaine. Donc, quand je finis ma tournée, d'habitude, j'ai pas mal ma dose de bar, de show, puis de se coucher à 4 heures. Mais quand il y a un bon band qui passe, ben, je m'organise. L'année passée, j'étais allé voir AC/DC. Là, j'ai manqué Toe Cross cette semaine. Mais c'était un dimanche soir, tu sais. J'ai bien de la misère à figurer aller voir des shows un dimanche soir parce que le lendemain, si j'ai la tête dans le cul, puis il faut que j'enseigne la mécanique. Ça marche pas. Tu parlais des CDC, qu'est-ce que tu penses de la rumeur? Fuck off, esti. Tabarnak, esti. Le chanteur que j'ai le plus au monde qui va aller jouer dans mon band préféré. Esti, fuck off. Tu sais, déjà qu'il y a de la misère à chanter en ce moment, c'est les tonnes à lui. Déjà qu'il y a de la misère à arriver à l'heure. Non, mais c'est de bonne humeur, on parle d'autre chose. Le petit poisson, Damnation, d'où c'est que ça vient, ça? C'est quoi l'histoire en arrière de ça? Il me semble que je vous ai quasiment découvert avec ça il y a 15 ans. Ben, c'est un band que j'ai jamais revu en parce tant que ça n'a tel. pas existé longtemps. C'est un band qui a fait 3 démos, puis c'était des chums à moi, puis on a tourné avec eux autres. Mais là, on a tourné, tu sais, je te parle, des tournées de démos, là, en 86, 7, 88. Donc, ils ont fait une... Et moi, j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup les 3 démos. Je les ai écoutés jusqu'à temps que les cassettes meurent. Puis, il avait fait de la chanson Le Petit Poisson, puis on trouvait ça, je la trouvais cool. Comme le band a arrêté de fonctionner, ben, on a décidé de leur rendre hommage en faisant le cover pour un spectacle. Alice, on est pogné avec depuis. Tu l'as probablement vécu, toi, avec, Rudy. Tu sais, il y a des tunes qui passent live, il y a des tunes qui passent pas bien, puis des fois, tu joues une tune, tu passes rien, tu joues une tune, tout le monde capote. C'est comme, oh, Chris, il se passe de quoi, là? Mais c'est ce qui est arrivé avec ces chansons-là, tu sais. Ça a été instantané, tu sais. En débarquant du stage, ça a fait comme, ouais, Calice, c'est passé de quoi, là? Ça a fait la même chose quand on a fait Mouton Noir, tu sais. On est des fans de Plume la Traverse. Je suis un fan de Plume depuis toujours. Quand on a fait cette chanson-là en spectacle la première fois, ça a été instantané, là. Et là, wow, OK, on a créé quelque chose, là. On a copié quelque chose qui a créé de quoi, puis on la joue encore. Ben, c'est ça. Plume, as-tu déjà parlé de Plume? Est-ce que tu as déjà entendu ta version? Oui, mais moi, je n'ai jamais parlé, puis je ne l'ai jamais rencontré personnellement. À mon grand dame, parce que j'aurais bien aimé ça. Tu sais, écoute, tu sais, tout à l'heure, on parlait de Van Halen, mais j'écoutais du Plume la Traverse avant d'écouter du Van Halen. C'est du progressif, mais il y avait des albums de Plume chez nous. Puis j'ai toujours trippé bien raide. Puis, tu sais, la version qu'on a faite de Mouton Noir, c'est une version live qui est faite sur Live à Outremont. Donc, c'était piano-voix. Parce que quand tu écoutes la version originale, c'est vraiment très différent. Donc, mais non, j'ai jamais parlé, j'ai jamais pu discuter de cette chanson-là avec Plume.
Julien nous pose, il vous pose une question, Rudy et Marc. Est-ce que vous voyez faire des shows à l'âge que Plume en fait encore? Ah oui. Ben, l'avenir nous le dira. Pour l'instant, oui, mais on verra. Tu sais, ce que je trouve top de faire des shows, c'est de ralentir le physique. Moi, j'ai toujours bouqué. Je bougeais beaucoup en show, j'ai bangé en rond comme un estime malade. Calé, je suis plus capable. D'être dans un truck avec un paquet de gars en train de s'en aller à la Rivière-du-Loup pour jouer devant du monde à moitié sous, puis que ça va t'apporter du plaisir. Ouais, tu vas le faire, tu vas t'adapter. Ce que le physique lâche, tu vas juste trouver une autre façon de le faire. Si tu peux pas faire la main gauche, tu vas faire la main droite, tu vas le faire avec tes pieds. Mais à un moment donné, tu fais juste comme non, puis je m'adapte. Pareil comme quand tu as fait 4 shows en ligne quand tu avais 23 ans. Tu avais pris des brosses 3 soirs, le 4e soir, tu trouves une façon de le faire parce que même à cet âge-là, tu étais magané après 4 jours. Absolument. Absolument. Mais il y a un autre facteur qui est dur là-dedans, c'est la scène en soi. Descendre à l'autre bout du monde pour jouer devant une salle semi-pleine, comme tu décrivais tout à l'heure à Jonquière, éventuellement, tu te demandes, Chris, c'est encore pertinent de faire tout ça? C'est encore pertinent d'avoir la tête dans le cul lundi matin? Oui, j'ai encore du fun avec mes gars, mais éventuellement, si la réponse n'y est plus, moi, je ne m'obstinerai pas non plus pendant je ne m'obstinerai pas à vitam aeternam, là. Que pour l'instant, on joue, on a une tournée qui s'en vient. Est-ce que ça va amener sur un nouvel album? J'en sais vraiment rien. Puis si, comme je disais il y a un instant, mais si c'est pas avec Burr, ce sera avec d'autres mondes, ce sera avec d'autres choses, on verra. Puis si ça s'arrête, ben ça sera ça aussi. C'est pas quand une porte se ferme, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Puis si c'est plus la musique, ce sera d'autres choses, c'est pas grave. Ça me fait penser. As-tu déjà vu le documentaire sur Enville? Oui. C'est vraiment bon, là. Ouais, tu sais, le bout où que Lips pogne son gars, puis tu sais, les deux se serrent les bras, parce que là, tu sais, ça va plus bien, leurs affaires, là, tu sais, Ouais, ben c'est ça. Oui, la flamme est là, mais ça prend du fuel, ça prend du charbon, ça prend du bois, ça prend plein de patentes pour que le feu il pogne, tu sais. Que oui, t'as beau avoir la flamme, mais Chris, quand le feu pogne pas, calice. Tout à l'heure, tu disais, Rudy, avec les musiciens, éventuellement, si dans la gang, ça se passe pas, ou si ça, il faut que tout ça soit là, jouer de la musique. Moi, je suis pas un musicien de local, je suis pas quelqu'un qui va jammer dans mon local juste pour aller jammer dans mon local pour le fun, Moi, je fais ça parce que je veux me produire en show, puis si se produire en show, éventuellement, ça fonctionne plus, ben, on tirera à plat, c'est pas plus grave que ça, Moi, faut que le monde vienne fou en avant, C'est pour ça que j'ai commencé. C'est ça qui est arrivé la première fois que je suis allé voir un spectacle, puis il faut que ça fasse ça encore 30 ans plus tard. Si ça ne le fait plus, faut faire autre chose. C'est pas grave. Mais juste, est-ce que vous avez vu le film Hardcore Logo? Oui. J'ai pas vu ça. Moi, je l'ai vu. C'est un faux band punk canadien qui fait un retour après Extant. Quand tu vois le film, ben, je pense que ça reflète bien ce que tu es en train de dire aussi. À un moment donné, quand tu regardes, tu fais comme, est-ce que je veux vraiment être ici en train de vivre ça? Puis tu vois qu'eux autres, ils se posent ces questions-là aussi par moment. C'est quand même un peu plus sérieux que Spinal Tap, même si c'est une sorte de parodie, faux documentaire. Ouais. Les acteurs sont vraiment tripants, les personnages sont tripants, mais il y a vraiment ce côté-là. Puis ça dépend aussi des styles. Mais veux pas, dès que tu deals avec la scène un peu plus underground, comme le punk puis le metal, ben, t'as des restrictions qui vont pas, mettons, s'appliquer à fucking Michel Louvain. Il a quand même réussi à jouer une carrière de tombeur jusqu'à l'âge de 70 ans. En tant que gars aux femmes, il a toujours été gay. Mais tu peux pas faker de même du punk et du métal. Je suis désolé, là, c'est comme ça marche juste pas. À un moment donné, t'as beau dire, ouais, j'ai encore la drive. Mais pas la rage au cœur. C'est pour ça que je te dis. Moi, c'est pas à la vie, à la mort. Là, si ça marche pas, si les astres se placent plus, ben, si je ferais du BC gaz aussi, puis je ferais autre chose de mes fins de semaine. Tu parlais, tu disais que tu avais vu le documentaire de Enville, tu as vu le truc de Woody. Est-ce que les trucs reliés à l'histoire du métal, parce que la semaine passée, on a eu une fille, Meira, qui est musicologue, a fait son doctorat sur le métal au Québec. Est-ce que ce côté-là du métal t'intéresse? Est-ce que tu regardes les documentaires? Tu lis les livres sur le métal? Ou... Ah oui, oui.
Oui, mais j'ai toujours un petit goût amer quand je regarde ça parce que, tu sais, moi, personnellement, là, puis là, je vais vous dire ça, puis c'est parce qu'on est entre nous, là, mais moi, j'ai un petit goût amer de la carrière, de ma carrière. Tu sais. Moi, quand j'ai commencé à faire ça, moi, j'avais les ambitions que Slayer, on peut avoir. Tu sais, je voulais vivre de ça, je voulais faire le tour du monde avec ma musique, puis je voulais être connu mondialement, puis être signé sur E-Rake, puis tu sais, j'ai tout donné, j'ai tout crissé là pour faire ça. C'est pas ça que ça a donné. On a une carrière québécoise, le fun, mais sans plus, tu sais. Quand je regarde des affaires comme toutes les Sam Dunn, je regarde tout ça. Regarde, du métal, j'en mange depuis toujours et je vais toujours en manger. Mais ça me fait toujours un petit peu chier de lire des. Tu sais, j'ai 3-4 livres, Roots of Metal, des affaires de même. On est cité nulle part, tu sais. 30 ans de carrière, cité nulle part. On n'a pas laissé une trace internationale. Puis j'ai un peu un goût amer de tout ça, tu sais. C'est pas grave. C'est ça qui est ça. Mais, tu sais, mais je regarde quand même, mais je suis toujours un petit peu, je suis toujours un peu plate. Comme 1 million de bandes, là, tu sais, je sais qu'on n'est pas les seuls. Chris, quand tu regardes sur Internet, il y a tellement de bandes qui font pas partie des archives, tu sais. J'envie beaucoup les gars de Voivode parce qu'ils font partie de tous les archives, tu sais. J'aurais aimé ça marquer la musique au même titre qu'eux autres. Chose qui n'est pas arrivée. Mais là, c'est pas à l'international, mais j'ose croire que Défaussé va parler de Barf dans le volume 2 de l'évolution du métal au Québec, là? Il en parle dans le premier volume, puis on a commencé vraiment à être très actif à la fin du premier volume. Donc, nous, ça a été les années 90, avec la sortie de Tumulte. On a commencé dans les années 80, mais on a vraiment, tu sais, ça s'est passé avec la sortie de Tumulte. Donc, j'imagine que oui. Si il le réalise comme prévu, tant mieux, parce que c'est vraiment très cool. Félix, un super bon Jack, très, très, très cool. La demoiselle, tu parlais tout à l'heure, je pense que je me suis retrouvé en entrevue à Radio-Canada dans un appel conférence avec la demoiselle qui faisait son doctorat en métal concentré sur le black, si je me le métal noir. Je pense qu'il y a deux dans le monde qui font un doctorat là-dessus, fait que c'est sûr que c'était elle, parce que l'autre, c'était drôle. Parce que dans cette entrevue-là, pas à Musique Plus, mais à Radio-Canada, la seule personne qui ne savait pas de quoi il parlait, c'était la fille de Radio-Canada. C'était vraiment. C'était encore pogné sur les 2 S de Black Sabbath parce que c'était des S qui ressemblaient au SS. Là. Et Chris, tu ne suis pas ma belle. C'était pas grave. C'était super le fun d'avoir été invité par Radio-Canada, mais la petite demoiselle, mettons qu'elle n'était pas de taille, avec Félix, la demoiselle, puis moi, tu sais, 3 maniaques de métal, là, oh boy, elle aurait dû faire ses devoirs un peu plus. Mais c'est pas grave, c'était super le fun pareil. J'ai eu des commentaires sur Facebook, c'était rafraîchissant de m'entendre sacrer après la fille sur Radio-Canada, puis éventuellement, comme, sacrement, de quoi tu parles, si ça n'a rien à voir, il a fallu que je fasse comme, ouais, Chris, parle pas de nazis et de métal dans la même entrevue, s'il te plaît, si les gens qui connaissent pas ça, ils vont nous associer, tu sais, Chris, j'ai rien à voir avec un Chris de nazi, moi, là, puis elle allait toujours dans cette zone-là, tu sais, comme, si t'as rien compris, fille, là. C'est pas grave, c'était un moment de gloire à Radio. Yes. Côté du dernier album, oui. Brûle, consume, torture. Je pense que vous avez été un petit peu dernière minute sur cet album-là. Est-ce que c'est l'influence de Carlos Araya? Parce que Anonymous sont souvent dernière minute dans leur production. Est-ce que ça vous a influencé un petit peu? En tout cas, je sais pas si c'est. Moi, on a toujours écrit des albums sous pression. Parce que, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots avec Anonymous, mais, tu sais, les dates de studio sont là, puis finalement, tu te rends compte que 6 mois plus tard, tu sais, il reste 6 mois, puis on est dans la merde, il en manque 5, là, c'est toujours la même liste d'affaires. Il n'y a rien comme écrire sous pression. T'sais. On a toujours des beaux plans de faire de la pré-prod, puis de se préparer pendant 2 ans, puis les premières choses, tu sais, tu es en train d'écrire la dernière tune, Chris, dans le studio, puis tes textes sont pas prêts, puis compagnie, tu sais. Mais non, je pense pas que Carlos nous ait... moi, je ne vois que du positif de jouer avec Carlos Araya, puis il n'y a pas eu de dernière minute là-dedans. On a procrastiné comme des grands, toute la gang ensemble, puis on a fait... on n'a pas été déçus. On a fait notre job, tu sais, c'est ça. C'est quand les dates sont sorties, puis c'est comme les gars, il reste 3 mois, puis il manque 6 tonnes, c'est ça. Là, on a mis la pédale au plancher, puis on a écrit le reste des tonnes. Il y a de quoi qui revient quand même fréquemment dans Barf. Le côté musique traditionnelle, ça vient de où? Ça vient de qui aussi?
Tout le monde, il y avait la bastringue, il y avait la verchère. Whisky a un côté... Je pense que c'est moi. Parce que c'est souvent moi qui en a parlé, puis c'est moi souvent qui insiste pour, entre la jouer en spectacle et la mettre sur l'album, j'aurais tendance à dire que j'insiste beaucoup. Les gars ne sont pas super durs à convaincre, mais comme la toune Whisky, c'est moi qui ai amené ça sur la table de vouloir faire une toune un peu trad pour essayer de faire notre propre bastringue à nous autres. Parce que, en spectacle, ça a toujours bien fonctionné en show. On joue des tounes super défonces, mais quand on arrive avec des tounes de même, ça fait danser le monde, ça approche le monde de la scène, ça rassemble beaucoup. Donc, j'ai une grosse partie du blâme à prendre sur le côté traditionnel, malgré que j'en ai jamais vraiment écouté du trad. Moi, je suis pas un gros fan de bottines souriantes puis de patentes de même. Vincent P, c'est un maniaque de ça. Moi, même pas. Mais en show, j'ai toujours trouvé que ça faisait la job. Donc, je sais pas. J'ai à peu près pas de racines, à part Plume, mais c'est pas du traditionnel, Plume. C'est un chansonnier avec une saveur rock, tu sais, c'est pas... Mais c'est plus le côté festif de cette musique-là qu'on retrouve dans tes tunes que le côté traditionnel comme tel. C'est l'ambiance de party, l'ambiance. Il y a un côté positif, même, on dirait que, ouais, si on se tape sa gueule, on va se taper sa gueule avec le sourire. Oui, effectivement. Mais c'est vraiment, c'est vrai que c'est le côté festif qui prime dans toutes ces tunes-là, plutôt que l'influence directe du rire du diable puis des affaires de même. C'est pas ça. J'avais même oublié, il a tapé du pied. Il y en a pratiquement une par album. Oui, absolument. Oui. C'est un incontournable. Et encore sur le dernier, il y a eu Whisky qui était un incontournable. Puis, tu sais, c'est moi qui ai amené ça sur la table, mais tout le monde était d'accord. Puis là, il fallait juste trouver le filon, puis comment faire, puis quoi faire avec ça. Puis on est allé sur un côté un peu irlandais avec Whisky. Puis, c'est ça qui est ça. Ah, puis évidemment, on est assis sur l'album. Je veux dire, Chris, vous l'avez sorti en 2014, puis moi, personnellement, c'est encore un de mes albums préférés. Là. Mais Whisky, elle a comme un petit quelque chose qui se démarque des autres. Là. Quand tu crèves de soif, là? Oui. Je suis très content de cette chanson-là. C'est une chanson. Les paroles et l'air, je l'ai écrit à l'école, ça a job. J'étais en examen, un examen de moteur. Les gars travaillaient pendant 3 gars qui démontaient des moteurs pendant 3 heures. Puis je m'emmerdais un peu. J'étais dans le mode écriture, puis je me suis mis à fredonner l'air de base de la toune Whisky. Puis c'est de même que ça a parti. J'étais au local avec ça, puis on a travaillé, puis ça a sorti Whisky. Je suis un grand fan de Single Malt. Le jour où Barth va prendre sa retraite et tout, s'il y avait, mettons, une chose que tu voudrais que le monde se souvienne de Barth, ou une chanson, ou qu'est-ce que tu aimerais qu'on se souvienne de Barth? L'intensité. Tu sais, il y a quelque chose dont ce que je suis le plus fier de la carrière de Barth, on va l'appeler de même, c'est l'intensité de la musique. Moi, je considère qu'on n'a jamais levé le pied, je considère qu'on n'a jamais essayé de faire, moi, je trouve que l'intégralité de l'intensité a toujours été, selon moi. Peut-être qu'il y en a qui vont dire... Tu sais, quand on a pogné notre twist metal, je sais qu'on a perdu beaucoup de monde qui avait des influences plus hardcore, mais je pense pas parce qu'on a eu une twist metal qu'on a nécessairement perdu en intensité. Si ça se trouve, on est probablement venu trop blast, trop rapide, trop élevé versus ce qu'on faisait avant. Mais je suis vraiment fier du fait que 30 ans plus tard, tu écoutes un album, que ce soit le premier ou le dernier, c'est dans la boat dans tous les cas. Mais ça, c'est le truc que j'ai remarqué dans mon entourage. Parce que j'ai des chums qui sont vraiment plus punk dans la vie, mais Barth, c'est le band. Puis il y a du monde comme moi qui est vraiment plus métal, qui n'a jamais vraiment écouté de punk, mais Barth, c'est... Je pense que vous avez été comme chercher les deux. Ça va chercher les deux. Un band de crossover. Ben, c'est ça. Avant, on disait du speedcore. Moi, quand j'ai commencé à jouer, puis les gens me demandaient qu'est-ce que je jouais, j'étais du speedcore parce que c'était un mélange de speed metal et de hardcore, comme Cryptic Slaughter, SOD et compagnie. Puis là, après ça s'est appelé du crossover, mais c'est ça, tu sais, c'est du métal. Tu sais, ça a été... tu sais, Barth, il y a quand même beaucoup d'originalité là-dedans. Est-ce que c'est ça qui nous a nuit à long terme? Probablement, parce que éventuellement, les bands très, très métal se font signer.
les bandes plus hardcore sont fait signer. Nous autres, on a mangé tout le temps les deux. Est-ce que ça nous a nuit internationalement? Peut-être, je ne le saurai jamais. Je ne sais pas. Mais oui, on a toujours été un band crossover. Je sais qu'il y a bien du monde qui tripait bien gros des RI, puis qui disait qu'il n'y en avait pas de band de même ici au Québec. Il me semble que écoute Barf, puis on n'est pas loin, là. Écoute, la vitesse du chanteur de DRI est ma plus grande influence de la manière que j'ai chanté. La première fois que j'ai entendu Dealing With It, je suis tombé sur le cul. J'avais entendu du métal avant, mais quand j'ai entendu Dealing With It, il y a vraiment eu un déclic d'inspiration musicale. Jamais et pourtant, le vocal, c'était moins vite que du Bathory, là, mais c'était la vitesse. Là. C'est passé quelque chose. Là. Puis si tu écoutes du bar, ben, c'est la vitesse. Ça a toujours été une signature un peu copiée de Dealing With It. Là. Puis des fois, c'est très large, les influences, mais ça, il y a DRI, il y a eu la manière que le chanteur chantait, puis aussi toute la facture des textes, parce que moi, j'étais plus dans le métal, Slayer, Satan et compagnie, là. C'était bien drôle, tout ça, mais quand ils sont arrivés avec des tunes comme I Don't Need Society, je trouvais que ça faisait plus de sens que de parler de Satan. Ça l'a influencé beaucoup. Et c'est ce qu'on parlait la semaine passée, justement, qu'on avait remarqué qu'il y avait une différence souvent entre le métal européen et nord-américain, où le nord-américain est plus social. On va plus parler de guerre, de conflits, puis les Européens, parce que leur histoire, c'est les châteaux, les sectes, OK, fine. Fait qu'eux autres, c'est comme le même sujet, mais eux autres, leur imaginaire a été élevé là-dedans. Fait que c'est comme naturel de parler de sorcières, de faire comme ça. C'est cool, mais ça me rappelle un petit peu une entrevue que tu avais faite, Marc, du côté du Rockfest. Donc, tu me disais, genre, que même avec toutes ces années-là, tu sais, tes textes, les sujets, c'était toujours d'actualité. Ça me fait un peu penser à toi, Rudy. Il semble, 2-3 ans, quand je t'avais vu avec Bud Acton, tu disais, Chris, ça me fait triper parce que, genre, tu sais, mes sujets sont encore d'actualité, mais ça me fait chier parce que mes sujets sont encore d'actualité. C'est ce qui est triste de tout ça. Ouais. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu sais, réécrire 30 ans plus tard sur encore des crosses gouvernementales, c'est comme si, tu sais. Il faut le faire parce que ça existe encore, mais écoute, on pourrait faire un album double sur le Parti libéral, si, je ouais, faire ça, Et en même temps, c'est un constat que tu n'as absolument eu aucune influence, aucun impact. Ben non, mais c'est ça. Ouais, mais c'est juste du chiolage. C'est du chiolage. On chiale, puis ça ne change rien. On a parlé. Ça ne change rien. C'est à nous de nous prendre en main, mais en quelque part, écrire un album métal sur le chiolage québécois, ça n'a pas changé grand-chose sur le prix du gaz, ça, mon chum. Juste une petite chose, on a parlé vite tantôt, on a bien ri, là. Justement, dans tes textes, Estitial, veux-tu nous en reparler, vu qu'on est en onde? Ouais, écoute, à 18 ans, je suis allé faire un tour au Carnaval de Québec. Puis dans la chanson, 25 ans plus tard, dans la chanson Circuler avec les écorchés, je raconte l'histoire qui a provoqué l'écriture d'Estitial. Donc, je me suis effectivement, pour ceux qui ont connu la chanson Circuler, je me suis effectivement fait pousser en bas des marches par un policier un peu zélé. Dans le château de glace. On est rentré dans le château de glace après la parade. Il n'y avait plus de clôture. On a monté les marches. Puis quand on est arrivé en haut, écoute, il y avait 50 polices que là, on est comme allumé comme « Chris, je pense pas qu'on a le droit d'être ici. » Puis le policier, à la place de répondre, il m'a juste poussé en bas des marches. Mais j'avais 25 marches à débouler qui par-dessus tête. T'sais. Que quand je suis arrivé en bas, j'étais sonné. Puis là, le lundi matin ou le mardi à la job, j'ai écrit Estitial dans ma tête de 18 ans. Full de colère, full fru, full en tabarnak. Là, j'écris Estitial, tu sais. 25 ans plus tard, j'écrivais Circuler qui racontait l'histoire de cette rencontre un peu brutale avec mon ami policier de Québec, tu sais. C'est ça, Estitial, je me suis simplement défoulé, tu sais. Je me suis simplement défoulé.
Je ne prône pas tu sais, je suis contre la brutalité policière. Je suis contre toute brutalité de toute façon, tu sais. Mais moi, je suis pas première ligne à la manifestation parce que personnellement, je suis un peu de misère tu sais, je comprends pas le principe d'aller pitcher des roches à du monde pour contrer la brutalité, tu sais. Mais je suis contre toute brutalité, c'est sûr, mais je vois pas le. En tout cas, cette toune-là, je la fais encore en spectacle, je m'en fais parler souvent, mais je serai jamais le premier en avant à pitcher des roches à la police. Non, c'est pas moi, ça. Même si j'ai écrit une toune là-dessus à 18 ans parce que j'étais en tabarnak. Ouais, mais c'est ça. Mode brûlé. Oui. C'est con. Ouais, ça, c'est une en 1988, une bonne amie à moi est morte en France, violée et battue à mort par un jeune homme de 16 ans. Et encore là, quand tu apprends des nouvelles comme ça, tu passes par plein d'étapes avant d'arriver à la résignation et l'acceptation. Tu passes bien entendu par la surprise. Éventuellement, il y a un très, très long bout qui s'appelle la colère. Puis moi, j'ai passé beaucoup de défoulement dans ma musique. Puis effectivement, cette soirée-là, quand j'ai écrit Mode brûlé, si le gars serait devant moi, j'aurais collé un coup d'âge en face, j'aurais collé le feu après. J'ai fait une toune avec ça. Ça a fait du bien. Je pense que c'est une des affaires qui revient souvent dans le métal. Le métal est un exutoire à cette colère, à cette violence qu'on a. Sérieusement, je suis sûr qu'on demanderait à bien du monde s'il n'y avait pas eu le métal, qu'est-ce que tu aurais fait? Je pense que le niveau de crime serait pas mal élevé. Là. Ben, tu sais, c'est un exutoire, c'est une catharsis, mais tu sais, j'entérine. Tu sais, ce texte-là, je ne l'entérine pas. Tu sais, jamais je vais me prendre avec une pancarte puis je vais prôner ça. Tu sais, faut pas perdre de vue que c'est. Moi, la musique, ça reste de l'entertainment en premier. Tu sais, que quand j'écris une tune comme Mode brûlé, c'est de l'entertainment. Tu sais. Si tu prends ça au premier niveau, ben, tu ne pourras jamais regarder de film d'horreur, tu ne pourras jamais lire de livres de Stephen King parce que, tu sais, c'est de dire que Stephen King, c'est un psychopathe. Non, c'est un auteur. Tu sais. C'est un écrivain. Moi, je suis un auteur. Donc, j'écris des tunes avec des textes ultra-violents. Je ne nie pas l'ultra-violence de ce texte-là. Mais de là à dire aux jeunes, Steve, prends-toi une hache puis commence à te faire justice. Non, bien entendu. C'est ça, tu as sorti cette colère-là, justement. C'est un exutoire d'1 minute 30, là, cette tune-là. Et c'est rien d'autre. C'est rien d'autre. Tu disais que King est un psychopathe. Sénécal, il serait surveillé aussi. J'ai lu la majorité de l'œuvre de Patrick Sénécal, puis le gars, il rentre dans son monde, puis il crée un monde, il crée un texte, puis il crée un livre. S'il adhère le moindrement qu'il est en train d'écrire, Chris, il n'est pas hâte de vivre en société, ce gars-là. Et on le sait tous que c'est un œuvre. Le gars, il a écrit un livre. Non, c'est... Ben oui, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Non, c'est ça. C'était juste 2 petites questions qui... Très bonne question, super pertinent. C'est très rare qu'on m'a posé ces questions-là. C'est très rare que j'ai parlé de ces chansons-là parce que c'est tellement violent que... comme mode brut, la chanson Viande c'est mûr dans les écorchés, Chris, oui, c'est sûr que j'aurais goût de faire ça, un gars qui rentre chez nous puis qui. Chris, une volée à ma mère, tu peux être sûr, si m'a te trouvé mon tabarnak. Non, c'est ça. Si je peux pas le faire, mais l'impulsion, elle va être là. Tu peux être sûr de ça, man. Non, c'est ça. On a tous envie, là, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai juste un neveu, puis sérieusement, s'il y a quelqu'un qui dit quoi, ça ressemblerait à Mode brûlé, là. Ça sera pas. J'espère juste d'avoir le bon sens. Il y a quelqu'un qui va me mettre la main sur l'épaule et va dire, man, va pas là parce que tu peux pas aller là. On peut pas aller là. Sinon, on se fait justice nous autres mêmes. Ça fait pas de sens. Ça nous rabaisse à ce niveau-là. Mais tu vois, tantôt, moi, je pense que justement, si toi, tu avais toute cette violence-là, tu as transformé ça en chanson. Ben, oui, j'en ai fait un exutoire, je l'ai sorti ailleurs. Il y a du monde qui vont aller jouer au volleyball, s'il y en a qui vont aller taper dans une balle, il y en a qui vont aller au gym, il y en a qui vont faire de quoi, il y en a qui vont se renfermer sur eux autres mêmes, puis ils vont le gérer, Mais il faut que je gère ça. On vit dans un monde où on est bombardé d'ultra-violence. Faut que tu la gères, cette affaire-là, comme tu le peux. Ouais, mais je pense moi, j'ai pas de tunes. Que eux autres, ils peuvent pas composer de tunes, qui sont pas si sportifs que ça, mais qui vont aller voir un band qui tripe dessus d'eux.
vivent la même violence. Puis eux autres non plus, ils veulent pas vraiment brûler le gars. Mais, Absolument. oui, ils veulent. Puis c'est leur seule façon de le sortir. Pas que tu le sens en faisant une pub là-dessus. Il y en a d'autres que c'est en écoutant la musique de même. Et ceux qui passent par-dessus qui le font pour de vrai, tu peux pas mettre ça sur le du gars qui a composé la tune, ni du style de musique. Chacun est responsable de ce qu'il fait. C'est pas parce qu'il y a une tune qui encourage à ça que tout le monde a entendu pourquoi que lui il a fait le step, mais c'est parce que lui il était déjà là. C'est un prétexte. C'est pas ça qui l'influence. J'ai écrit beaucoup de chansons sur la dépression. La dépression revient souvent dans mes textes. Puis j'ai eu beaucoup de témoignages là-dessus qu'il y a du monde que ça l'avait. Écoute, il y a du monde qui m'ont dit que ça leur avait sauvé la vie parce que j'avais écrit une tune là-dessus qui s'était retrouvé dans la chanson. T'sais. Dans mes tunes ultra-violentes, c'est arrivé moins souvent que les gens se sont reconnus dedans. Mais des chansons qui traitaient de dépression, c'est arrivé souvent que la chanson M'accorde, la chanson Dans les écorchés, La vie m'écoeure. Il y a quelqu'un qui me dit je m'en allais me tirer dans un char, puis la tune à jouer, ça me sauvé la vie, parce que je me suis pas pitché dans le char. T'sais. Mais ça leur a au moins déjà fait ça. T'sais. Donc, l'exutoire que moi je mets en chanson, il y a des gens qui s'en sont servis pour se défouler. T'sais. Tu peux juste être assis dans ta chambre puis l'écouter, puis ça fait sa job. Comme moi j'ai fait quand j'étais adolescent chez nous, puis que je fais encore à chaque jour que j'écoute du métal. J'en écoute à tous les jours du métal, moi. Dans mon truck, c'est rien que ça qui joue. T'sais. Puis Chris, ça sert encore. Je finis de travailler, je sors, j'écoute du Behemoth, asti. Ça flatte dans le bon sens du poil, ça. Oh, Chris, oui. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Barf pour les prochaines années? De la bière backstage. Du monde d'un show. Tu sais, on existe exclusivement parce qu'il y a du monde dans un spectacle. La journée qu'il n'y a plus de monde dans un show, ben, on va rester à la maison. Donc, ce qu'on se souhaite, c'est de voir la gang qui sont là majoritairement du temps, les vieux chums. On veut jouer, nous autres. On veut jouer. T'sais. C'est pas pour rien qu'on fait 30 shows par année. Là. T'sais, on veut jouer. Puis s'il y en a 60, on va en faire 60. Mais pas à n'importe quel prix. Il faut que ça soit que ça fasse du sens. Et pour le producteur, et pour nous autres, et pour tout le monde. Quelqu'un qui produit un show, il y a des frais qui viennent avec ça. Puis quand il n'y a personne dans la salle, ben, c'est tout le monde qui se plante. Là. C'est tout le monde. Je parlais, quand j'étais à Chicoutimi ou à HLV, j'avais des clients, puis on parlait souvent que si un jour on gagnait, mettons, à 6,49, mais j'allais produire un show uniquement métal québécois, tu sais, genre justement Barf, Anonymous, Groovy, toutes ces bands-là des années 80, 90, ça serait juste malade, là, tu sais. À la limite, on embarquerait même Banlieue Rouge, là. Dire à Safouane combien ça coûte, Banlieue Rouge. Puis là, il nous dirait, oh non, ça n'existe plus. Combien ça coûte, tu sais. Viens de gagner à 6,49. Fuck off, là. Dis-moi combien ça coûte. Reprends tes tunes, viens jouer. T'sais, en tout cas, moi, je n'ai pas gagné à 6,49. Mon travail fort en crise pour le 30e. Si on est capable de faire ce qu'on essaye de faire, on va avoir un bel événement, en tout cas. Ah, j'en doute. J'en doute. Je ne peux pas rien dire encore parce que j'attends encore des confirmations. Mon travail soit trippant en crise. Puis ça s'enligne pas mal le fun. Ben, dès que tu as des confirmations que tu as le droit de parler. Oui, puis inquiète-toi pas. Puis il faut que je règle ça cette semaine. Donc, il faut que ça se passe, là. OK. Ah, si. Fait que dès que tu as des news, envoie-nous un feedback. Puis on va se faire suivre avec. Si tu as des flyers ou des promos, envoie-nous tout ça. On va se faire un plaisir de propager. Absolument, merci. Parfait, man. C'était une dernière petite question. En tout cas, je t'en ai déjà parlé justement à Jonquière. Est-ce qu'on va voir un vinyle un jour? J'aimerais ça. C'est un peu dans les plans, peut-être, pour l'automne. On essaie de figurer quelque chose, là, mais c'est dans les plans. C'est comme je t'avais dit, justement, à Jonquière, je sais pas si on se souvient. Au pire, faites un split avec Anonymous. Vous avez déjà fait avec Overbase. Vous avez Carlos en plus. Fait que, il peut payer pour les deux bands, Carlos. Là. On va le faire payer en Christ aussi. Ben oui, ben écoute, on est rendu là, on est rendu sur qu'est-ce qu'on fait. Nouvelles photos, nouveaux gilets, nouveaux tout, là, qu'on on est en train de s'organiser pour avoir un petit bout de merch qui va être le fun, là. Mais on est encore dans le brainstorm, là. OK. À la limite, un peu comme les vilains,
on fait un best-of en vinyle. Pourquoi pas? Uniquement, Pourquoi pas? là. Pourquoi pas? On est bien ouvert à vos commentaires. Ouais. Si on paye le whisky. C'est bon. Oui, c'est bon ça. Moi, vite, à 30 secondes, je pense que pour la question de la semaine, on va se demander, ça a un petit peu rapport avec le dernier album de Barge, justement, votre console comme ça. Il y a une chanson qui s'appelle Histoire de Pio. Marc, pourrais-tu nous parler de cette tune-là? Puis pour le monde qui nous écoute, c'est quoi votre show que vous avez été le plus scrap? Ben, en tout cas, pour Histoire de Pio, ben, comme la chanson le raconte, après une soirée très, très, très arrosée à Rouyn-Noranda, on est rembarqué dans le camion, puis on est revenu de Rouyn-Noranda. Puis dans le parc, mon technicien a vomi sur mon autre technicien dans le camion. Que là, à 115 km/h dans le parc, laisse-moi dire qu'il y avait 2 roues dans la garnotte, puis ouais, on se parque pour que l'autre finisse sa job d'un quenouille. Puis ben c'est ça. Puis là, moi puis Carlos, on était assis en avant, puis tu sais, quand tu gagues, là, on se retenait de pas vomir pendant qu'on était crampés. Il y avait du pio partout dans le truck, c'est ça. Que j'ai pas fait autrement que d'écrire une chanson là-dessus. Puis mon technicien chassé, il en avait partout aussi, en tout cas. Puis Dave, il avait une grosse barbe, elle était toute blanche, pleine de vomi. En tout cas, c'était des beaux moments. Puis, ça devait être chic. Pour ce qui est du moment le plus scrap en show, wow, il y en a tellement eu. Je pense qu'il y a un petit sourire, là, mais je pense qu'il y en a eu beaucoup. Ben, en fait, moi, c'est bien, bien rare que je suis complètement scrap parce que je me retiens toujours un peu avant le spectacle. Denis, il ne se retient pas tout le temps. Puis il a déjà été pas mal chambranlant. Dernièrement, à Saint-Hyacinthe, il s'en allait tomber du stage pendant qu'il leadait, puis je l'ai repogné par le coude. Je l'ai tenu par le coude, puis je l'ai juste rétabli. Je l'ai juste retiré par en arrière. Il a continué son lead comme si de rien n'était. Mais d'après moi, il tombait en pleine face si je ne le pognais pas. Mais, vu que je l'ai pogné, l'histoire ne le dit pas. Mais tu sais, Barf, on a toujours bu une caisse de 24 au soundcheck. Après ça, la soirée est commencée. Toujours été ça. Un bon ratio. En rentrant dans le bar, c'est systématique. C'est la première chose qu'on fait. Et où la bière? On ouvre une bière, puis après ça, advienne que pourra. Ça a été le premier commentaire de Christine Fortier en entrevue. Coudon aussi, vous parlez rien que de boisson. Ouais, c'est vrai que cet album-là, elle a... Au moins. Ouais, je sais. Ouais. Vous avez quand même gagné Gamic Award, je pense, en 2014. Ouais. C'est-tu déjà des Luciens ou je pense que les Gamics c'est rendu des Luciens Awards, quelque chose comme même. Oui. Ils ont changé ça la semaine. Oui, j'étais là quand ils ont changé le trophée Gamic pour un Lucien. Ouais, j'étais là. Ouais, exact. Moi, personnellement, une petite dernière question. Tu joues quand même, on s'entend que le drummer de Barf, c'est Carlos Araya d'Anonymous, Marco Cagliari. Le bassiste, c'est Dominique Forest-Lapointe. Comment tu gères ça, pareil, d'avoir 2 gars qui sont quand même assez occupés dans leur année, là? Côté Ben, mettons, de ton bord. Ben, écoute, il y a une gymnastique d'horaire de fin de semaine, là. C'est juste, si donne-moi tes non-dispos, puis si tu m'as pas donné tes non-dispos, c'est parce que je considère que t'es booké, que s'il y a une date qui sort, t'es mieux de t'organiser. C'est un peu ça. Et ça, c'est de tous les côtés. Dès qu'il y a une date de Barf qui sort, on l'affiche pour pas qu'il y ait du double booking, mais on finit toujours par avoir des petits conflits d'horaire qu'on gère. Là. Écoute, c'est tellement du monde smooth aussi que on s'organise. Il n'y a pas de pognage de tête là, puis on s'organise. Puis on était quand même assez chanceux, puis on l'a géré aussi. Quand on est sorti Brûle Consume, Anonymous ne sortait pas. Puis là, Anonymous vient de sortir Envers et contre tous. Puis là, nous autres, on ne tourne pas. On s'organise. De toute façon, Carlos, il y a des limites à pouvoir faire, à pouvoir jouer dans 2 bandes en même temps. Donc, le timing est quand même bon.
Puis Forrest, Reyes, même chose avec Forrest. Yes, effectivement. Justement, Forrest, ça, c'est une petite affaire que je voudrais parler. Aujourd'hui, il a été annoncé que Antoine Barry allait être le nouveau drummer du prochain album d'Augury. Puis Augury, c'est un des albums, justement, que Forrest, il s'en vient de ce temps-ci, là. Et ça joue-tu un petit peu avec le 30e anniversaire de Beurre? Parce qu'on s'entend que Forrest, là, en ce moment, il est au Mexique, il est en Égypte. Il y a un nouvel album de Guri, il y a un nouvel album de Terra Mobile pour Beurre. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne de moi tes dates que je fasse pas des shows les mêmes week-ends que les tiens. C'est juste ça. C'est pas. Il faut juste gérer le calendrier. Que Forrest a commencé à m'envoyer des non-dispos. Ça veut dire que le 13, il peut pas parce qu'il est avec Terra Mobile. Bon, parfait. Est-ce que tu peux le 12? Est-ce que tu peux le 14? Puis on s'organise. Sinon, ça sera la fin de semaine d'après. On s'organise. C'est ça où ça se passe pas. Tu sais, ça fait du monde bien occupé. Juste avant qu'on se quitte, as-tu des dates ou as-tu des trucs que tu peux nous dire qui s'en vient? Ben, il y a le Rockfest qui est confirmé. J'ai une autre grosse date qui s'en vient, mais je ne peux pas encore l'annoncer parce que la programmation n'est pas sortie. Mais tout ça, ça va être sur les réseaux sociaux, bien entendu. C'est le Facebook de Barf, le Facebook des musiciens. Donc, avec les liens, on est capable de tout voir ça. Mais on a une belle automne qui s'en vient. C'est surtout à l'automne que ça va se passer parce que c'est à l'automne que ça va faire 30 ans. On a à peu près une douzaine de dates au Québec qui s'en vient avec toutes les grosses villes, puis une grosse date à Montréal aussi. Donc, je ne peux pas donner de détails encore parce qu'on est en pourparlers. Mais ça s'en vient, puis vous allez savoir que ça va être le temps. Mais je tiens à préciser qu'à partir d'aujourd'hui, on peut l'appeler Cybermac parce qu'il est sur Twitter maintenant. Fait que moi, Tabarnak. Pour les gens qui écoutent, avec Rudy, ça m'a pris 2 heures pour être capable de vous parler ce soir. Et il y avait un peu de panique là-dedans. Chris, c'est un dinosaure, là, ça a été difficile. J'ai eu du support technique. Yes, sir. Non, mais c'était pas de ta faute, c'était vraiment l'éternel. Il y a des choses qui bug, personne ne peut dire pourquoi. En tout cas, ça a été assez ardu. Je suis content que ça fonctionne. Oui, parce que j'avais des doutes. Il y a eu un bout l'après-midi, j'avais des doutes. Non, ça je l'ai entendu dans le ton de ton tabarnak. Oui, après 2 heures, là, je commençais à ne plus y croire, mais tant mieux si ça a fonctionné. Mais de toute façon, les tabarnaks de Marc sont légendaires en show, là. Je l'ai facile, mettons. Je l'ai facile. Oui. Non, en show, j'attends toujours le tabarnak de Marc. T'as pas dû être déçu souvent parce que je le sors plus souvent qu'à mon tour. Excellent, messieurs. Fait qu'on va te laisser. On va laisser Hey Tiger à sa blonde. Mais c'est quand même un beau petit nom quand t'appelles Tiger quand t'es fâché. Ça peut pas faire autrement que de calmer puis de. OK. Parce que tout à l'heure, elle me dit Easy Tiger. Ah ouais, c'est vrai. Elle passe la période de douce moitié. Puis nous autres, on va fermer ça en soir. C'est cool, les gars. Ben, merci d'être venu. Cool. Merci beaucoup, Marc. J'avais promis sur Facebook, j'avais promis une soirée de plein de plaisir, cool time. Fait que tu ne nous as pas fait mentir. Fait que tu peux retourner voir mon mur Facebook pour avoir honte d'avoir menti. Donc, log out? Ouais, log out. Ouais. Merci, les gars. Salut, merci. Merci beaucoup, boys. Bonne soirée. Just de malade.